Alors bonjour Elodia Dancel. Bonjour. Vous êtes consultante et psychologue du travail et des organisations chez Empreinte Humaine, un cabinet de conseil en qualité de vie du travail et risques psychosociaux. Oui. Du coup, merci d'être avec nous. Ça va. Alors concrètement, la qualité au travail, c'est quoi exactement ? La qualité de vie au travail, c'est tout ce qui va être facteur de protection. Je m'explique, ça passe par plusieurs choses. C'est tout ce qu'on va mettre en face pour venir équilibrer une situation de travail. On sait que le travail, il y a des facteurs de risque qui sont inhérents au métier. Et puis dans l'organisation, donc comment on construit le travail, il y a des facteurs de risque en plus. Donc la qualité de vie au travail va venir équilibrer cette balance, en fait, cette recherche d'équilibre qu'on a tous humains, cette homéostasie qu'on a besoin, en proposant, par exemple, j'ai une charge de travail très importante et c'est un de mes facteurs de risque. En fait, je vais avoir une cohésion d'équipe, un soutien managérial qui va faire que cette charge, ce facteur de risque en plus, il va s'équilibrer. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre travail de consultante et de psychologue du travail ? Concrètement, on va analyser les facteurs de risque, ce qui se passe en entreprise, qui peut mettre en difficulté ou en souffrance certains salariés. Donc vous vous rendez en entreprise, vous faites du présentiel, vous alors regardez ça passe comment, par des diagnostics. On va faire un diagnostic, on peut passer des questionnaires qui sont validés scientifiquement pour comprendre où se trouvent les facteurs de risque. Et après, on fait des animations de groupe pour faire parler les gens, déposer sur leurs ressentis, leurs perceptions des situations de travail pour créer un plan d'action le plus pratique, le plus opérationnel possible. Ok, donc vous intervenez parfois à un niveau assez micro, c'est-à-dire vous parliez de gérer des conflits entre des individus dans un service particulier, donc c'est à la fois aller vraiment au cœur du sujet et en même temps ça peut être aussi des missions plus macro sur des plans de comment on met en place un plan de, je sais pas, de qualité de vie au travail, quoi. Comment on met en place une cellule de veille, comment je fais rentrer l'évaluation des risques psychosociaux dans mon document unique des risques professionnels. Et ce qui est intéressant dans notre pratique, puisqu'on est très polyvalent et on va sur ces trois niveaux, on va sur la politique, on va sur le collectif et on va sur l'individu, c'est qu'avec ce qu'on a comme expérience, qu'on rencontre comme situation, on vient nourrir les trois niveaux et on vient nourrir nos entreprises qui nous ont fait confiance sur ce qu'on a pu voir, ce qui a pu être mis en place, les benchmarks des bonnes pratiques qu'on peut transposer dans différentes organisations. Du coup, qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier ? Ce qui m'anime au quotidien, je vais vous donner un exemple très récent. Quand je vais faire un diagnostic dans un service où le collectif est complètement dégradé, où ils ne se parlent plus et qu'on arrive à leur restituer leurs problématiques, qu'on arrive à mettre en place un plan d'action et que je les vois à la fin de la journée retrouver un vrai collectif solidaire, c'est ça qui m'anime. C'est parce que dans mon métier, j'aide et j'ai des résultats assez rapides, on a des résultats assez rapides parce qu'on aide les gens à s'outiller, à trouver des solutions et des pistes pour améliorer leur quotidien et repartir avec un sourire. Quand on remet de l'humain dans l'humain, ça c'est ce qui me motive tous les jours. De voir le résultat concret directement après de voir que vous qu'on a ayez un agi. qu'on est en train de réduire l'impact du travail sur l'humain et qu'on est en train de remettre un peu les valeurs fondamentales des humains. C'est notre collectif, le besoin d'être avec l'autre, le besoin de communiquer. Et quand ces choses-là sont là en entreprise, ça se passe bien. Et on voit les entreprises qui croient dur comme fer à la qualité du travail dans leur collectif, dans leur solidarité du collectif. Ce sont celles qui sont les plus à même de traverser les transformations. Elles sont beaucoup plus malléables dans le sens où il y a moins de casse pour l'humain en fait. Donc on en vient au sujet maintenant qui nous intéresse, à savoir la solidarité en entreprise. Alors comment on fait le lien entre le bien-être au travail, la qualité de vie au travail et la solidarité en entreprise ? La solidarité, c'est un des fondements de la qualité de vie au travail. Un collectif qui est soudé, qui est solidaire les uns entre les autres, c'est un collectif qui va se mettre en mouvement, en action pour trouver des ressources lorsqu'un des individus qui fait partie de ce collectif passe une situation difficile. Donc c'est un des fondements les plus importants de la qualité du travail. Finalement, quel type de bénéfices on peut avoir quand on insuffle comme ça la solidarité en entreprise ? Quand on insuffle ça, la solidarité, ça va déjà empêcher le repli sur soi des individus. On ne va pas avoir des personnes à côte qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas et donc qui ne sont pas non plus vecteurs d'innovation.
finalement. On va aussi empêcher, via la solidarité, d'avoir de la compétitivité négative, en fait. On ne va pas avoir une somme d'individus qui va essayer de s'écharper pour avoir le poste au-dessus, mais on va avoir un vrai collectif qui va s'entraider, qui va se pousser, qui va se challenger aussi. Finalement, c'est ça aussi qu'on recherche en entreprise, pour l'amélioration, pour la production, mais aussi pour aller chercher des idées nouvelles, des façons de faire nouvelles. Et c'est extrêmement important dans ce moment aussi que vivent les entreprises, où on est en perpétuel changement, on est dans un monde qui est de plus en plus compétitif, et c'est par la force de chacun, dans un collectif solidaire et soudé, qu'on y arrivera. Et alors du coup, comment on fait le lien entre solidarité et prévention des risques psychosociaux? Je vais reprendre l'image de la balance en fait. Effectivement, d'un côté, j'ai toutes mes contraintes, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, facteur de risque, et d'un côté, j'ai tous mes facteurs de protection. Si dans mes facteurs de protection, j'ai ce collectif solidaire sur lequel je peux aller taper sur l'épaule d'à côté de mon collègue, lui demander un coup de main parce que j'ai une charge de travail qui passe et qui est très importante, si j'ai une écoute managériale qui est bienveillante et si j'ai un espace sécuritaire, si j'ai vraiment ce collectif solidaire, ça équilibre les situations de travail. On voit que dans les entreprises, quand on fait la photo un petit peu des facteurs de risque et facteurs de protection, beaucoup de facteurs de risque sont sur l'intensité, la charge de travail. Mais les facteurs de protection sont ciblés sur les rapports sociaux, parce que c'est un élément fondamental. Et puis, je dirais même, pour un individu, c'est un besoin fondamental, le fait d'être en lien avec l'autre, d'être dans une relation sincère, dans une relation solidaire. Alors, une fois qu'on diminue les risques psychosociaux dans l'entreprise, quel type de bénéfices on peut voir, même à l'œil nu, si on entrait, en fait, si on faisait un avant-après d'une entreprise qui a justement travaillé sur tout ça, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait un climat apaisé, on voit des personnes qui arrivent à travailler, qui viennent travailler dans un climat serein, confortable, une entraide encore plus forte, plus présente. On voit aussi, là je vais aller sur la partie un peu plus macro, un dialogue social qui est beaucoup plus fluide entre les différentes parties prenantes. Donc dans une entreprise, on a les organisations syndicales, on a le CSE avec la commission de santé, sécurité, conditions de travail, la direction. Donc on voit des échanges beaucoup plus fluides parce qu'on est moins exposé à des facteurs stressants, on est moins exposé à ce qu'on appelle le stress chronique qui au quotidien va avoir un impact sur nos comportements, va avoir un impact sur nos émotions, sur notre capacité cognitive aussi, parce qu'on sait que le stress, ça vient réduire la réflexion, ça vient créer des erreurs aussi. Donc on va réduire tout ça, on va avoir aussi un collectif de façon globale plus compétitif. On voit que les entreprises qui ont une vraie action sur la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la qualité de travail, ça va de pair, vraiment garder cette image de la balance, elles sont beaucoup plus compétitives, elles résistent beaucoup plus au changement et aux différentes crises qu'elles peuvent traverser, qu'elles soient économiques, sociétales. Si vous deviez donner un exemple ou quelques exemples de ce qu'on peut voir lorsque effectivement l'entraide salariale, la solidarité dans l'entreprise est mise en place, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez des exemples? J'en ai plusieurs pour le coup. J'imagine. J'en ai des très drôles d'ailleurs, parce que ce qu'on vient de vivre, cette adversité de la crise sanitaire, elle a boosté la créativité chez beaucoup de personnes. J'ai l'exemple d'un manager qui, pour s'assurer que c'est son collectif, ses collaborateurs, qui se plaignaient de maux de dos, parce que bien sûr en télétravail on n'est pas très bien installé, proposait un petit cours de sport via Teams ou via Zoom, afin de s'assurer que, voilà, pour mettre un petit peu de collectif, pour rigoler. Donc il mettait toujours une tenue ou un déguisement et il faisait un cours de sport une fois par semaine pour le collectif. On va avoir de façon plus macro une entreprise qui va mettre en place différents acteurs de la prévention, que ce soit une ligne d'écoute, que ce soit une présence d'un psychologue sur site au quotidien dans le service de santé au travail. On va avoir aussi, par exemple, dans une équipe, on a souvent deux générations, il y en a qui sont nés avec une facilité pour utiliser les outils internet et autres, qui vont mettre en place des tutoriels pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés, pour être sûr qu'on soit tous au même niveau et qu'ils ne se retrouvent pas un petit peu en difficulté justement face à ça. Aujourd'hui, un des défis avec le télétravail qui est devenu quand même une norme assez répandue, ou en tout cas qui tend à l'être, comment on continue, et vous, dans votre métier de psychologue du travail, comment vous continuez à insuffler ces valeurs, à continuer finalement de travailler pour faire en sorte que la solidarité en entreprise puisse perdurer en fait? Ce qu'on a
commence à faire beaucoup, c'est des webinaires avec par exemple des équipes naturelles, donc tous les collaborateurs et un manager présent où on va discuter justement des contraintes que ça peut avoir, remettre du sens et remettre un cadre dans le télétravail puisqu'on sait très bien que le télétravail c'est très pratique mais parfois on glisse un petit peu sur les horaires. On va proposer aux managers de s'outiller un petit peu différemment, c'est-à-dire de booster ces moments où il va être en tête-à-tête avec le collaborateur, de vraiment prendre le temps de l'écouter, de mettre la visio notamment, parce que on a besoin. Bien sûr, on a besoin de voir les visages. On nous a quand même retiré un sens finalement à faire tout à distance, et c'est un sens sur lequel on se repose énormément pour capter les émotions, pour capter une expression de souffrance, de mal-être. Et alors, est-ce que ça marche ? Ça marche. Oui, vous avez des chiffres ou des choses qui vous permettent de dire que ça marche, ou c'est encore trop tôt pour… C'est encore trop tôt. Ce qu'on voit, c'est que les retours de managers qui avaient très peur d'animer un collectif à distance, et encore plus qu'à distance, de l'animer de façon hybride, une partie en présentiel, une partie à distance, jamais l'équipe au complet, comment je fais pour les avoir tous ensemble, et bien ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce qu'on a des temps individuels avec chacun pour vraiment prendre le temps de l'écouter, de lui donner cet instant, cet espace de discussion. C'est un peu comme quand on va voir un psy, on loue du temps chez quelqu'un, je loue du temps avec mon manager et je sais qu'il va m'écouter, je sais qu'il est présent. Et après, on va en discuter de façon collective. Donc on a un instant où on peut, un peu comme on dit, vider la coupe, dire les choses qui sont un peu des irritants. Et puis on a un instant collectif pour, ok, on a tous vidé notre coupe, le manager peut restituer ce qui s'est passé, comment on fait pour avancer. Et puis dans les équipes, les managers ont tenté de faire beaucoup de cafés virtuels, d'afterwork virtuels. Et on voit que c'est les équipes qui ont repris derrière ces instants de convivialité, ce qu'on appelle les rituels d'équipe. Donc ils le reproduisent eux-mêmes. Ils le reproduisent eux-mêmes. Ok. Bon, c'est plutôt positif du coup. C'est plutôt positif. De toute façon, on essaye de trouver une façon. On est très adaptables en fait, les humains. On essaye de trouver une façon pour répondre à ce besoin primaire qui est d'être ensemble, qui est nécessaire. Ouais. Et comment on arrive, in fine, à casser cette culture du présentéisme ? C'est un problème culturel aussi, ce présentéisme. Le présentéisme, pour lutter contre ça, il y a une autre valeur importante dans la qualité du travail, au-delà de la solidarité, c'est l'exemplarité. Et l'exemplarité, elle doit être impulsée de là-haut, en fait. C'est pas un problème de management, c'est un problème qui est lié au travail, c'est qu'on est dans un environnement d'évaluation finalement. Et même si on a un collectif, un manager bienveillant, on va toujours avoir derrière dans sa tête cette idée de si je pars tôt, ça va être mal vu. Alors que concrètement, si mon manager se le permet, concrètement, si on me dit non, les horaires c'est de telle heure à telle heure, vous avez le droit à la déconnexion, il faut se déconnecter. Pensez à ces espaces de respiration dont on a besoin. J'aime bien prendre l'image d'une carrière professionnelle, c'est un marathon. Et les grands sportifs nous le disent, les temps de repos sont aussi importants que les temps d'effort. Là, le télétravail est en train un peu de changer la donne sur le présentéisme, mais on va être face à une autre difficulté qui va être le droit à la déconnexion. On a du mal à retourner aussi dans ce cadre-là. Donc c'est quelque chose qui est mouvant en ce moment, mais qui va reposer un peu la question du présentéisme via le télétravail. Elodia, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante sur le sujet du coup, de la solidarité en entreprise, mais aussi la qualité de vie au travail. Je rappelle que vous êtes consultante et psychologue du travail chez Empreinte Humaine. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci et à bientôt. D'avoir invité.